Diao. Nous en venons à notre deuxième invité, Cheikh Oumar Sy, qui est membre du comité d'organisation Ahbab, les amis d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. Bonsoir Monsieur Sy et merci d'être avec nous. Bonsoir Aram. La ziara qui a commencé depuis hier et elle est consacrée ou dédiée, on va dire, à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Mais le plus souvent, lors de ces événements, ce que l'on voit, c'est qu'on met l'accent que sur la dimension spirituelle des hommes. Au-delà, est-ce qu'il y a un autre message à retenir de cet événement religieux? Oui, merci Aram. Vous savez, quand même, le comité Ahbab d'organisation Ahbab Cheikh Omar, depuis plus de 6 ans, organise des conférences. Et je pense que, comme le souci que vous venez de soulever, le fait que les gens mettent l'accent sur plutôt le religieux, sur les hadiths, qu'on prodigue aux fidèles, Ahbab a changé beaucoup plus la dynamique pour instaurer un débat intellectuel et ouvert. Il y a de cela en 2017, le calife a décidé de faire une conférence sur la finance islamique et le développement durable. Il a parlé de l'écologie, on a parlé cette fois-ci de la crise des valeurs et de voir un peu comment dans le Coran, mais aussi à travers l'œuvre et la vie de Thierno Seydou Nourou Tall, comment on peut se référer, parce que c'était un grand homme, un érudit, mais qui a beaucoup joué dans son temps, qui a participé du point de vue religieux, politique, mais d'un leadership avéré à la stabilité de ce pays. Donc ça a été un débat qu'on a mené hier lors de la conférence et aujourd'hui aussi, lundi, il y aura aussi, le Khalif va continuer son engagement par rapport à la protection de l'environnement. Si on s'arrête à l'aspect politique, pourquoi on n'entend pas parler de ce que Thierno Seydou Nourou Tall a déjà eu à faire pour le Sénégal? Oui, c'est vrai que Thierno Seydou Nourou Tall a disparu le 25 janvier 1980. Ça fait 40 ans maintenant, c'est toute une génération, c'est presque 2 fois 25 à peu près. Beaucoup de gens ne connaissent pas Thierno Seydou, mais aujourd'hui avec l'œuvre de Thierno Mountaga Tall, qui était non seulement son neveu, qui a été réédité par Thierno Madani Tall et la RMD, on peut revisiter l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall et surtout le rôle politique qu'il a joué dans ce pays-là, mais dans la sous-région. Il faut le rappeler, Thierno Seydou Nourou Tall a 3 lignées. Il a la lignée du Nigeria, il a la lignée du Mali, mais la lignée du Sénégal. Ça fait de lui la personne d'intégration de facto qui réincarne la deuxième mission de Cheikh Omar Foutiyou Tall, c'est-à-dire non seulement continuer à rassembler le peuple africain, continuer à rassembler la sous-région, mais aussi participer à faire en sorte que les gens puissent continuer leur foi tout en étant impliqués dans la vie quotidienne. Le Thierno Seydou Nourou Tall a été tellement stratégique qu'il est venu à Dakar, la capitale de l'AOF, vivre à 2 pas du palais présidentiel à côté de Senghor. Ça dit que l'homme était visionnaire. Il savait aussi que pour traiter des sujets les plus importants et la stabilité du pays et la stabilité de la sous-région, il fallait être à la capitale, l'AOF, à ce moment-là. Et à ce moment aussi, avant les indépendances, il a fait un choix pendant la Deuxième Guerre mondiale d'appuyer les Alliés et de vraiment haranguer les tirailleurs. Après cela, avant les indépendances, il a demandé à participer avec Seigne Babacar et les autres chefs religieux. Devant De Gaulle, ils ont demandé l'indépendance et d'accompagner les États africains d'être stables, ce qui lui a valu le titre par De Gaulle, le président d'honneur du Sénégal et du Mali. Mais aussi, après les indépendances, il a eu le courage de soutenir le président Léopold Sédar Senghor face à Lamine Gueye, qui était musulman comme lui. Et aujourd'hui, grâce à lui, on a cette stabilité islamo-chrétienne. Le dialogue islamo-chrétien, c'était quelque chose de très vivant avec Thierno Seydou, mais aussi il avait une famille adoptive, c'est-à-dire les Lébou de Dakar, qui lui avait donné la maison des jeunes où il repose aujourd'hui. J'ai envie de vous demander ce qu'il a laissé ici, son legs. Est-ce que cela n'est pas seulement réservé aux initiés? Parce qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui se déchire, quelquefois on les entend dans des discours qui n'honorent pas certains, mais le plus souvent, on n'a pas l'impression qu'au Sénégal, on dispose d'érudits, de grands hommes qui sont là et qui ont laissé un legs qu'on pourrait s'inspirer de cela. Oui, mais vous savez, malgré c'est vrai que Thierno Seydou a beaucoup joué à son temps et le contexte aujourd'hui, le contexte dans lequel il évoluait lui a permis plus ou moins d'avoir un leadership avéré qui n'était pas évident, qui était non seulement reconnu par les politiques, mais par les chefs religieux, de par sa dimension spirituelle, intellectuelle, mais aussi. Mais n'oublions pas qu'après Thierno Mountaga a joué un rôle important dans la stabilité du pays. Ce que Seigne Abdou Aziz a joué, ce que Seigne Saliou a joué, mais n'oublions pas, si on a aujourd'hui
aujourd'hui le rapprochement entre le président Macky Sall et Wade, c'est grâce à Serigne Mountakha Mbacké. Et ça veut dire que les religieux jusqu'à présent jouent un rôle pour apaiser l'espace politique. Maintenant, est-ce que la dimension politique et l'intellect qui existait avant les indépendances et la dimension de ces hommes-là se reflète aujourd'hui? Je suis désolé de le dire, ce n'est plus au même niveau. Il y avait un niveau d'éducation, de culture, de savoir-faire et de respect vis-à-vis de l'autre, malgré le combat politique qu'on menait. Mais aujourd'hui, on se déchire et malheureusement, on ne s'oriente pas vers le nécessaire. On en a fait un débat de personne à personne, alors qu'au moment où Senghor, Dia et les autres étaient là pour se battre pour le pays, c'était par rapport à des idéologies. On avait le PAI, on avait d'autres partis, mais c'était des partis d'idéologie, soit communistes, soit le BDS, avec la naissance du BDS jusqu'à la mutation du PS. Donc le PDS, c'était des partis idéologiques qui avaient un combat, non pas personnel, mais un combat de positionnement par rapport à ce qu'ils croyaient être le plus important. Alors certainement par rapport à la situation qui sévit actuellement, la situation d'insécurité que nous constatons avec récemment l'agression, donc même la mort de jeunes talibés, Niassène, donc à Kaolack, il y a une crise des valeurs, ça on le sait déjà dans ce pays. Est-ce que maintenant par rapport à cet événement, par rapport au choix des thématiques sur lesquelles on compte débattre, ça colle forcément à l'actualité, ou alors c'est des thèmes que vous avez choisis bien avant, disons, et qui peut-être peut ne pas coller forcément à l'actualité, par exemple? Mais nous, on choisit toujours, on a un comité scientifique, on insiste de s'inscrire sur l'actualité. Il y a la dimension religieuse, elle est importante, mais aussi, si la dimension religieuse n'épouse pas l'actualité du moment, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi quand on parlait de crise des valeurs, malheureusement, ce qui est arriva là où à Kaolack, avec le décès qu'on déplore, avec le décès à Kaolack. Et ça nous ramène vers la conférence pour dire aujourd'hui quel type de société nous voulons vraiment reconstruire. Je parle de reconstruire parce que fondamentalement, quand il y a crise, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est le système éducatif qu'il faut revoir? Est-ce qu'il faut continuer à embrasser une voie francophone de notre éducation, ou revenir vers la crise vers nos valeurs ancestrales? Quand je dis revenir, c'est nous référer à un mode de vie qui était plus convivial, qui était plus respectueux, où on reconnaissait au moins le vis-à-vis comme son prochain et non pas comme un ennemi. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est là, commence par la pépinière, c'est-à-dire d'éduquer les enfants pour qu'ils connaissent qui est Cheikh Omar Foutiyou Tall, qu'ils connaissent qui est El Hadj Malick, Serigne Bamba, Ibrahima Niass, Seydina Issa Laye, qui sont des références qui ont cohabité dans ce pays-là et qui ont fait de telle sorte qu'il y ait un socle solide. Aujourd'hui, ce socle-là est en train d'être mis en branle par des valeurs qui ne nous appartiennent pas. Et je crois que le Sénégal, fondamentalement, a des hommes sûrs qui peuvent rebondir et dire qu'aujourd'hui, ce chemin ne nous appartient pas. On peut accepter la modernité tout en conservant notre culture et tout en respectant les uns et les autres. Je reviens à Thierno Seydou Nourou. Pourquoi? Parce que dans la conscience populaire pour le Sénégal, beaucoup peinent à accepter qu'un homme religieux s'investisse dans la politique. Est-ce qu'en son temps, cela a été facile pour lui de pouvoir jouer sur les deux casquettes? Vous savez, Thierno Seydou était tellement courageux qu'il n'hésitait en rien du tout. Et donc, il a décidé très tôt de s'impliquer en politique. Et il l'a fait d'abord, comme je l'ai dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était même allé à Paris, il a rencontré les Mobutu Sese Seko, il a rencontré le roi Mohamed V, son fils Hassan II, Houphouët-Boigny, il a rencontré des gouverneurs, on lui a donné tous les honneurs. Et cela, quand les gens l'ont constaté, on dit que cet homme-là est incontournable. C'est pourquoi on l'avait appelé le marabout de l'AOF. Aujourd'hui, il s'est imposé politiquement aux yeux pour le dire, écoutez, nous avons nos valeurs ancestrales, nous avons une croyance, je suis un descendant, un petit-fils direct de Thierno Seydou, de Cheikh Omar Foutiyou Tall, parce qu'il faut le rappeler, au moment où Cheikh Omar Foutiyou Tall disparaissait dans les falaises de Bandiagara en 1764, naissait à côté Thierno Seydou Nourou Tall en 1864. Vous voyez, c'est comme si c'était une deuxième réincarnation de Cheikh Omar Foutiyou Tall avec une nouvelle vision. Aujourd'hui, ce que le combat qu'a mené Thierno Seydou Nourou Tall, c'est de faire en sorte que l'intégration africaine soit réelle politiquement, économiquement et socialement. C'est pourquoi il avait une dimension continentale, je peux dire africaine, et c'est pourquoi il a été respecté par beaucoup de chefs d'État qui venaient le rencontrer, non seulement pour des prières, mais surtout pour des conseils vis-à-vis des enjeux économiques. Et qu'est-ce qu'il fait pour vulgariser son héritage, puisque le plus souvent, on n'en parle que durant les événements religieux. Au-delà, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Aujourd'hui, nous avons une production intellectuelle en français
c'est-à-dire le joyau exposé sur la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall, qui a été écrit par Thierno Mountaga, et je le rappelle, Thierno Mountaga quand même a été l'un des plus prolixes en termes d'écriture dans la famille omarienne en général. Aujourd'hui, il a produit ce livre-là, et ce livre-là, on va le mettre à la disposition des écoles. On va mettre ça à la disposition. C'est en langue française. C'est en langue arabe et en française, mais on va mettre ça à la disposition de l'école. C'est à un prix très dérisoire, parce que nous souhaitons qu'aujourd'hui, que les jeunes, et même pas que les jeunes seulement, mais même que les adultes connaissent qui est Thierno Seydou Nourou Tall, le rôle qu'il a joué dans ce pays-là, et pourquoi il a été tant respecté. Et étant, il est mort à 116 ans, quand même, il a beaucoup vécu, il a beaucoup vu. Thierno Seydou a appris jusqu'à l'âge de presque 50 ans avant de rencontrer El Hadj Malick. Donc, il faut savoir pourquoi aujourd'hui aussi nous avons choisi El Hadj Malick, parce que El Hadj Malick, avec Thierno Seydou Nourou Tall, ils ont pesé de tout leur part pour que ces pays-là soient stables, pour qu'ils soient solides, avec aujourd'hui toutes les mosquées vous voyez, on dit que Nasir el-Haq bil-Haq, c'est grâce à El Hadj Malick. Et El Hadj Malick était le père spirituel de Thierno Seydou Nourou Tall. Donc c'était une famille liée pour vraiment tenir le Sénégal bien en laisse, mais surtout pour nous permettre aujourd'hui d'être présents ici et de continuer de vivre ensemble. Oui, en fait, c'est vrai, vous l'avez abordé, donc cette question relative, disons, à l'insécurité qui règne dans ce pays et par rapport, disons, aux différentes thématiques qui vont être donc abordées pendant cet événement. Mais au-delà même de l'aspect spirituel de l'homme, on le sait déjà, un homme qu'on ne présente plus. Comment est-ce que vous faites pour mieux vulgariser davantage, disons, son histoire, sa vie, pour que véritablement les jeunes le découvrent beaucoup plus? Parce que présentement, c'est vrai, les gens... ils le connaissent, mais à mon avis, il reste encore certainement des barrières à franchir pour que davantage chaque Sénégalais puisse découvrir le véritable homme qu'il est. Oui, mais c'est d'abord vous remercier parce que vous l'avez commencé hier. Vous avez montré aux gens non seulement la conférence, mais le film qu'on a projeté sur Thierno Seydou Nourou Tall. Quand même, il y a des archives qui sont en train de faire ressortir aujourd'hui pour que les jeunes sachent, mais effectivement, Thierno Seydou Nourou Tall, partout où il allait, partout où les décisions se faisaient, il était présent. Qui était Thierno Seydou Nourou Tall? Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez un peu partout où les gens sont en train de faire des recherches pour se demander, mais la dimension intellectuelle, politique et religieuse de cet homme nous intéresse, et avec la production du livre hier, nous voyons que ça a un intérêt. Ça veut dire que chaque année, nous, on produit quelque chose qui va dans le sens de renforcer non seulement la cohésion sociale, mais surtout de montrer une figure africaine qui a beaucoup participé à la stabilité ou à la vulgarisation. Et aujourd'hui, nous allons continuer à le faire pendant toute l'année. Nous allons faire des conférences, mais s'ouvrir et montrer un peu dans toutes les actions comment Thierno Seydou Nourou Tall a contribué véritablement à ce que ce dialogue islamo-chrétien, il faut le dire, était important, que les relations avec les Lebou soient une relation fondamentalement stable, qu'à Kaolack, où il avait eu sa famille aussi présente, comment il a installé toute la famille Tall tout le long du Fouta jusqu'en passant par Louga, Thiès à Dakar. C'était aussi un dénominateur commun, parce qu'aujourd'hui, la seule famille qui s'étend dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la famille omarienne. Que vous allez du Nigeria jusqu'au Mali, passant par le Cameroun et au Burkina, vous avez la famille omarienne. Le seul lien aujourd'hui qu'on a aussi avec le Nigeria, c'est aussi la famille omarienne, parce qu'El Hadj Omar Foutiyou Tall a pris la femme au Nigeria, et le père de Thierno Seydou Nourou est du Nigeria. Donc ça vous montre aujourd'hui qui est Thierno Seydou Nourou, et au moment où nous parlons d'intégration africaine, on ne peut pas parler d'une figure plus emblématique et qui sert de référence plus que Thierno Seydou Nourou Tall. Alors, autre chose qui me semble important, au-delà de l'aspect qui a été abordé concernant les valeurs sociales à retrouver et tout cela, il y a d'autres points qui vous intéressent. Cela coïncide également avec le forum de Davos, il faut le dire, et les questions écologiques intéressent tout le monde, des États-Unis au pays le plus pauvre. Question de l'environnement, vous l'abordez également lors de la Ziara. Pourquoi ce choix porté sur ces questions? Vous savez, le Khalif Thierno Madani est très progressiste. Il embrasse son temps, il embrasse les problématiques qui nous concernent. Vous savez, il a été le premier Khalif à se rendre à l'université quand il faisait chaud, entre les étudiants. Il a fait une visite. Donc, quand il y a eu le problème de l'eau, aujourd'hui, il s'est rendu jusqu'à Keur Momar Sarr, et vraiment pour constater
qu'est-ce qui se passe pour les populations. Aujourd'hui, la lutte contre les changements climatiques le concerne et il dit qu'il faut nécessairement que le lundi soit dédié à envoyer un message aux fidèles pour leur dire que si vous rentrez chez vous, plantez chacun dans vos foyers un arbre pour reboiser le Fouta. Si chacun commence dans son foyer, ça veut dire qu'aujourd'hui, la lutte va être fondamentalement importante et c'est pourquoi il a fait de ce jour-là un jour spécial en invitant non seulement le ministre Abdou Karim Sall, qui est le ministre de l'Environnement, mais aussi le directeur de l'agence de la réforestation, Ali Haïdar, pour qu'ils puissent transmettre ce message-là aux fidèles et qu'ils emportent quelque chose qui puisse vraiment impacter de leur vie et de leur quotidien, parce qu'on sait que la pollution pose un réel problème au Sénégal. Merci beaucoup, Cheikh Omar Sy, membre du comité d'organisation ARBAB, les amis d'El Hadji Omar Foutiyou Tall. On passe à... Avant de venir à notre invité, on va certes savoir qui c'est, mais on va d'abord faire du sport. Pourquoi je l'ai dit, la rédaction comprendra. Ce qu'on fait d'habitude, on fait du sport et après on termine par la culture. Monsieur Doudou Sarr qui est avec nous, qui est l'organisateur du festival Dakar Music Expo. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. On va parler sport. Vous aimez le sport? Oui. Quel Sénégalais n'aime pas le sport? Est-ce que vous en pratiquez? J'en pratique très rarement en ce moment, mais j'en faisais. Vous vous intéressez à quelle discipline? Le foot, naturellement. Le sport. Le sport. Alors, monsieur sport, Cheikh Tidiane. Oui, arabe. Le championnat du Sénégal ou on commence par la France? Non, le championnat sénégalais d'abord, qui intéresse d'abord les Sénégalais, la Ligue 1, qui va donc entamer pendant ce week-end sa 7e journée. Déjà donc demain, samedi, pour l'entame au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h. Dakar Sacré-Cœur qui joue contre le Jaraaf de Dakar au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, toujours donc ce samedi à 16h30. Teungueth FC joue contre l'équipe du Ndiambour de Louga. Teungueth FC qui occupe présentement la place de leader au classement de la Ligue 1 sénégalaise. Donc vous le voyez avec la complicité de la régie. Le reste donc des rencontres devront se jouer entre samedi et dimanche, mais aussi préciser qu'il y a un derby du côté de Mbour au stade Caroline Faye. C'est prévu donc pour dimanche prochain entre le stade de Mbour et Mbour Petite Côte. La Ligue 2 aussi va enchaîner avec sa 7e journée. Demain samedi, un seul match au programme au stade Caroline Faye de Mbour. Ce sera à partir de 16h30 entre Keur Madior et Demba Diop FC. Les autres rencontres vont se dérouler donc dimanche, notamment Amitié FC et J-Fatigue, Renaissance Union Sportive de Ouakam, JFC contre Duc, entre autres rencontres que vous aurez certainement le temps de voir avec la complicité de la régie. Ce qui nous permet alors d'enchaîner avec le championnat de France qui est à sa 21e journée, qui a déjà démarré depuis 19h45 avec cette rencontre qui met aux prises Nice à Rennes qui occupe la 3e place au classement de la Ligue en française. Les autres rencontres vont se dérouler entre samedi et dimanche. On va s'intéresser à l'Olympique de Marseille qui occupe la 2e place au classement de la Ligue en française qui va jouer donc demain à 16h30 contre la formation d'Angers. Dimanche, le leader, le Paris Saint-Germain, est en déplacement à Lille. Ce sera à partir de 20h pour les autres rencontres aussi. Vous le voyez donc à l'image pour ce qui concerne cette 21e journée du championnat de France. On va enchaîner avec le championnat espagnol qui aussi va jouer sa 21e journée. À l'instant donc, ça se joue entre Osasuna et la formation de Levante. Mais on va s'intéresser d'abord au FC Barcelone qui occupe la place de leader qui va jouer donc demain à partir de 15h contre la formation de Valence, donc l'FC Barcelone qui est arrangé à Valence. Mais dimanche donc c'est le Real Madrid qui va clôturer donc cette 21e journée du championnat espagnol lors de son déplacement chez Valladolid, match prévu à partir de 20h. L'Italie, c'est la 21e journée, coïncidence donc de calendrier, 19h45 donc depuis tout à l'heure ça a démarré entre Brescia et Milan AC de Zlatan Ibrahimovic. Pour les autres rencontres donc c'est demain samedi, Spal Bologne, Fiorentina Genoa, Torino Atalanta, mais le choc va mettre aux prises Napoli de Kalidou Koulibaly, encore convalescent, à la Juventus de Turin. Et puis Aram pour terminer, c'est avec le championnat allemand, c'est la 19e journée. À l'instant ça se joue entre Dortmund et Cologne. Dortmund qui mène 2-0, le match a démarré depuis 19h30. Pour les autres rencontres, on va s'intéresser d'abord au surprenant leader, il s'agit de Leipzig qui va se déplacer demain à partir de 14h30 chez Francfort. Donc c'est à Francfort donc Leipzig va se déplacer donc demain à partir de 14h30, mais aussi s'intéresser à l'équipe du Bayern de Munich qui est l'équipe championne en titre qui joue donc demain à 17h30. Ce sera face à Schalke 04. Les autres rencontres vont se dérouler donc dimanche pour clôturer cette 19e journée du championnat allemand. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diagne, pour la fenêtre consacrée au sport. Tout de suite, de retrouver ton mouchoir peut-être. Merci. Là, je fais un peu la salusienne ce soir. Très bien. Je te dirai pourquoi après.
Ce sera dans un moment, mais on commence d'abord par le Dakar Music Expo avec Monsieur Doudou Sarr qui est l'organisateur. Parlez-nous du concept. Alors, Dakar Music Expo, donc il y a Dakar, il y a musique et il y a Expo. Dakar parce qu'on célèbre la ville de Dakar et son lien intéressant avec la musique. Dakar a toujours rayonné sur le continent africain et au-delà du continent africain par sa culture, par sa créativité et notamment sa créativité musicale. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps où la BBC classait Dakar parmi les 5 villes les plus créatives du monde. Donc on a de quoi être fier d'être Dakarois. Ensuite musique parce que il y a un lien très étroit entre cette ville et ses nightclubs, ses concerts, sa production musicale. Et Expo parce que en tant qu'initiateur, je me suis permis un petit peu, je me suis donné une casquette de commissaire d'Expo. Un clin d'œil à la Biennale peut-être, pour me permettre de choisir un petit peu ce qu'on va montrer en attendant d'avoir un comité de sélection comme c'est le cas dans les autres salons similaires à Dakar Music Expo. On doit s'attendre à quoi, qu'il n'y ait que des artistes qui nous viennent de Dakar, puisqu'on parle de cette région et qu'on aimerait vulgariser la créativité musicale au niveau de cette zone, ou il y aura d'autres nationalités? Il y aura d'autres nationalités pour la réponse courte, mais c'est un projet à vocation internationale. Donc il y a un aspect local pour valoriser les talents locaux, mais un aspect pour exposer le public sénégalais à la créativité mondiale, pour faire venir des artistes du monde entier, pour enrichir, ce faisant, l'offre musicale au Sénégal. Combien de jours? Alors ça va se passer on va commencer le mercredi, on va terminer le dimanche, donc c'est sur 5 jours, sur différents endroits de la capitale. Monsieur Doudou Sarr, vous allez lancer la première édition. Vous avez choisi le thème Africain Remix et New Talent. Pourquoi ce thème-là? Alors, je vais vous donner la version courte. C'était en 2008. On était un groupe de 35 à 40 ingénieurs, acteurs culturels africains. On s'est retrouvés en Éthiopie, à la résidence de l'ambassadeur suédois en Éthiopie, alors, à Addis Abeba. Et 35 acteurs culturels africains qui étaient là pour des rencontres professionnelles, dont certains musiciens. On s'est retrouvés autour d'un piano. Et on a commencé à jouer du piano et sur les 10 chansons qu'on a chantées, il n'y en avait pas une seule africaine. D'accord. Et donc la question m'est venue, cela veut-il dire qu'on n'a pas un patrimoine musical collectif africain qu'on partage? Et du coup, depuis lors, j'ai dans la tête le jour où je pourrais revaloriser notre patrimoine culturel, musical, pour en faire un dénominateur commun, je le ferai. Donc la cérémonie d'ouverture, où le thème de cette année est Africa Remix, on revisite les classiques africains. Alors comment appréciez-vous aujourd'hui l'offre musicale au Sénégal? Elle est très diversifiée. Je ne sais pas si vous avez suivi le calendrier culturel de Dakar et du Sénégal sur les 3 derniers mois. Combien de concerts on a eu? Dakar revit et l'offre musicale, elle est très très variée, très dynamique. Et ça repart. On a perdu un petit peu de terrain par rapport à certaines autres villes africaines, ou si on se compare à certaines autres villes créatives au monde. Mais là, on sent un certain dynamisme. On a eu Maître Gims et Dadju en décembre, pardon, et il y a eu Stromae il n'y a pas longtemps. Donc oui, la ville de Dakar revit par ses concerts et d'autres activités culturelles. Au Maroc, on a la ville de Rabat qui a son festival, Cap-Vert, Afrique du Sud. Est-ce que c'est une façon pour vous de dire oui, il faut qu'on valorise vraiment la musique sénégalaise tout en intégrant tout ce qui est musique africaine? Absolument. C'est un très bel exemple que vous avez pris, le Maroc. Chaque ville du Maroc a son festival, que ce soit Dakhla, Fès, Rabat, Tanger, Casablanca avec le jazz. Et pareil, le salon musical qui est similaire au Dakar Music Expo, qui se tient à Rabat tous les mois de novembre, qui s'appelle Visa for Music. Et on s'est dit, pourquoi pas? Dakar est l'une des villes les plus attractives du continent, certes la ville la plus attractive pour moi, sans être un peu biaisé, de l'Afrique francophone. On a
de quoi offrir un très bon salon musical et professionnel. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la musique sénégalaise et la musique colombienne? Parce que je sais que la Colombie est le pays invité à cette première édition. Oui, parce qu'il y a une forte communauté noire à Medellín, notamment en Colombie, en Amérique latine, de par l'histoire. Et c'est surtout par rapport au vécu et aux réalités en Amérique latine. Ils ont su développer leur industrie musicale de façon à ce que maintenant dans les charts partout dans le monde, sur les top 5, on a toujours un titre colombien ou un titre d'Amérique latine avec des producteurs comme Daddy Yankee, avec tout ce qu'il a fait récemment. Donc on s'est dit, pour encourager cette coopération sud-sud, on va essayer de s'inspirer d'un pays où ils ont fait des bons assez importants pour développer leur offre musicale sur le plan international. Donc la Colombie est invitée d'honneur et via un des représentants de l'association des managers et des tourneurs colombiens qui a vu tout ce développement. Donc pas mal d'expériences à partager avec ses confrères sénégalais et africains. Donc une semaine de concert, une grande programmation musicale. Vous avez choisi qui comme musicien, comme artistes chanteurs qui vont venir, je veux dire, de l'extérieur pour rejoindre les artistes locaux ici à Dakar? De l'extérieur, donc cette édition, c'est l'édition pilote, l'édition 0. On a résolument opté pour un programme local tout en se basant sur les talents existants, donc les talents venus du continent. Dakar regorge de beaucoup de musiciens de nationalités différentes. Et d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture va rassembler un all-star de tous ces jeunes talents qui vont reprendre tous ces classiques africains. Et ensuite, on donnera la chance, parce que c'est d'abord une plateforme pour découvrir des jeunes talents, on donnera la chance à tous ces jeunes musiciens sénégalais et d'autres nationalités qui vivent dans la capitale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Doudou Sarr, qui est l'initiateur du Dakar Music Expo. Le temps nous rattrape et il faut qu'on passe à Aïssatou Paye. Je sais qu'elle adore la culture, mais je ne vais pas continuer sur cette lancée. On va passer au tourisme local et je sens des effluves. Oui, je ne sais pas si... Je sais pas si M. Doudou Sarr les sent aussi, ces effluves ici. Moi, je sens du borokhé. T'as tout faux, là, t'as tout faux. Le mafé, non? Non. C'est un plat qui attire tout le monde. Bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, c'est un plat à base de riz avec des légumes. Moi, j'ai choisi un tchof, mérou, si vous voulez, voilà, pour accompagner ce riz, ce tchéboujon local, voilà, qui peut-être va bientôt faire partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, un tchéboujon pendambaï from Saint-Louis. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai mis ce fou-là à la Marie-Madeleine Diallo. Voilà, je vends Saint-Louis, je vends le Sénégal à travers l'art culinaire. Regardez, vous allez vous délecter. Sunu plat national ñam du ko gën a neex man yàlla ñu ko defal mbay gi bu ñu amee benn police ñun si la ñu koy teerale nañ ko jox pour sa loxo man nañ ko jox pour sa loxo kuy jigéen te mën na doon Money, quick again, Tim and the girl, wooden fur, and a bed, don't you want, you could tell me why. For the man, massive for you, Rakas only was there was a rock sleeping, just a full moon, that boy. Get the kitty, get the dooley, take it out, be young. Melanie Kuya, good to one, la flor, more the Baina, but do you sound, Koya country, yo, calling something, Saviki, get it a man, Pulgora, Tomata Lucati. Yeah.
saa daal di gëmal nga bàyyi na ci li baax mos xorom moo koy safar. ku bëgg ceebu jën yëkkati loxo ca kaw a kaw mooy sunu plat national yu sunu bokk nga. jël sa ceeb daal di séddi def ci indee bul xaar daal di tey di jël sa temps ba tey di suus nga doog a sële bi yaagal yaagal. fi mu nekk léegi mën ngaa sóor di wàññi xal moo ko ñor jékkil jékki waa ba jékki tas waaw noteel ma loolu daan naa ma. Alors, il était comment Non, le plat? il était succulent. Sérieux, il était succulent. Et tu as préféré manger ça et ne rapporter que des images? Oui, mais j'en ai gardé un peu dans le congélo. On amènerait ça demain. Je crois que Dans c'est la pas journée. si difficile de préparer un ceebu-jën. Si on suit la voie, le mode d'emploi est déjà C'est pas donné. tout le monde qui La sait voie faire. du centre. C'est pas tout le monde qui sait faire un ceebu-jën Penda Mbaye. Et voilà, j'ai entendu dans la chanson Youssou dire Djelel Bissap bi def si géeju Tamba Dieng. J'ai dit non, on met du géeju beurre. Alors là, c'est encore meilleur. C'était pour faire. Peut-être pour le. D'accord, fluide, ok. dans la D'accord. chanson. Mais moi, je préfère du géeju beurre pour le Et on fait ceebu-jën. du beurre. Alors Doudou, tu aimes le ceebu-jën ou pas? Bah absolument. Ah oui. C'est notre plat national, donc quel Sénégalais n'aime pas le ceebu-jën? Évidemment, oui. Il y en a qui Surtout préfèrent sur le blanc, le ceebu-jën Non, blanc. non. Oui, je préfère le blanc. Le blanc, ça, c'est beaucoup vrai. plus Oui, léger. c'est beaucoup plus léger. D'accord. C'est beaucoup plus léger, ça c'est vrai. Alors, Aram. Pour le thé? Oui. J'adore. Je veux D'accord. dire, c'est mon plat préféré. Chers téléspectateurs, j'espère que vous aussi vous avez aimé. Et moi, ce que je conseille aux femmes, demain, réveillez-vous tôt le matin, prenez vos paniers, voilà, achetez du poisson frais, des légumes frais, invitez des amis, faites-vous plaisir, préparez un bon ceebu-jën local et voilà. Donc un bon week-end en commençant par un ceebu-jën à Ataya, les 3 Normands, et voilà, et vous ferez plaisir à vos chers époux. Pourquoi tu es habillée en Saint-Louisienne? Parce que je suis Saint-Louisienne et je me retrouve dans tout ça. Très bien. Je Voilà. m'attendais à te voir dans la cuisine, à l'œuvre. Oui, au début, je voulais faire le tchèp Comme moi-même. tu nous as fait faire Donc, un mais tour quand dans j'ai les pensé à tout ce que j'ai laissé à la rédaction, qu'ils allaient tous se moquer de moi, j'ai dit non, je laisse à ma grande sœur le soin de préparer ce bon ceebu-jën et je la remercie, ainsi qu'à Tcherno Laurent Mendy pour les images. Merci beaucoup et bon appétit à vous, pour demain surtout. Et également ceux qui sont à table actuellement, peut-être bien qu'à ce niveau, ils ont commencé à déguster leur plat du jour, sauf que on va parler de dîner. Mais merci de nous avoir suivis. Merci également à Doudou Sarr. On souhaite bonne chance pour le festival. Merci. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Passez un excellent week-end en compagnie de nos